démarrer, c'est parti. Hop, du coup, 10 leviers pour augmenter votre trésorerie d'entreprise. Première chose à faire, et on rentre dans le vif du sujet, hein, mais avec un petit préalable, donc la trésorerie comme seul gage de pérennité. Voilà, ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont viables sur le papier, qui sont rentables, hein, quand on fait les plus et les moins entre chiffre d'affaires facturé, l'ensemble des charges, on arrive à un résultat positif, donc une entreprise rentable. Et malgré tout, ces entreprises rentables, sur le papier, en tout cas, elles se retrouvent à la barre du tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce en est gorgé, hein, d'entreprises en liquidation judiciaire, d'entreprises rentables. Voilà. Pourquoi? Parce que la rentabilité ne fait pas tout. C'est même, elle est importante, on le verra par la suite, mais c'est pas le critère le plus important en termes de viabilité d'entreprise, en tout cas sur le court terme. Sur le court terme, c'est vraiment la trésorerie qui prime. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez vraiment, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'investisseur, une politique cash. Voilà. Il faut penser cash tout le temps. Rentabilité, effectivement, c'est une des composantes du cash, mais surtout, c'est la trésorerie sur le compte bancaire, le nerf de la guerre, c'est voilà, toujours au même. Il vous faut du cash pour pouvoir manger et pour pouvoir dépenser sur l'entreprise. Voilà. Peu importe qu'elle soit rentable ou pas rentable, si on a du cash, ça fonctionne. Si c'est pas rentable, j'ai pris quelques exemples ici, hein, voilà, on a 4 typologies grosso modo d'entreprises. On a celles qui sont bénéficiaires, colonne numéro 2, et celles qui sont déficitaires de manière structurelle, heu, colonne numéro 3. Et la ligne numéro 2, celles qui ont la trésorerie disponible et celles qui ont un compte à découvert. Je fais une pause rapide, hop, pour faire entrer des personnes. Voilà, excusez-moi. On va accueillir Dorothée maintenant. Parfait. Donc sur ces 4 types d'entreprises que j'ai pu identifier, dans les grandes lignes, hein, on va avoir les entreprises, donc c'est ma fameuse vache à lait, mon entreprise bénéficiaire qui a également de la trésorerie disponible. Pour celle-ci, on ne va pas tellement s'inquiéter, elle est viable à la fois à court terme comme à long terme. C'est pas celle qui nous intéresse vraiment. Cela dit, les positions dominantes, à un moment donné, on va dire le passé ne présage pas forcément du futur, même si c'est une bonne base. Donc une veille constante, une remise en question permanente et une gestion maîtrisée en termes de rentabilité et de trésorerie. Voilà, c'est un combat, quotidien. C'est pas parce qu'on a acquis des belles positions qu'on va pouvoir les maintenir. On se fait un petit peu secouer, chacun à notre niveau par le marché, voilà, par les attentes des clients, par les nouveautés, on va dire des concurrents. Donc voilà, il y a une veille à maintenir, mais on n'est pas dans une situation catastrophique lorsqu'on est bénéficiaire avec de la trésorerie disponible, donc on est dans le cadre de notre vache à lait. Je reste toujours avec de la trésorerie disponible, mais cette fois, je vais voir une entreprise déficitaire. J'ai mis, en termes d'exemple, une start-up. Voilà, une start-up, c'est une société sur laquelle on investit, donc qui fait des levées de fonds. Vous en entendez certainement parler assez régulièrement. Donc des levées de fonds, soit auprès des banques, mais plus généralement auprès de business angels, qui vont voilà, investir dans des sociétés qui ne sont pas du tout rentables, mais qui, donc à court terme, sont viables dans la mesure où elles sont alimentées en trésorerie. C'est-à-dire qu'on a de l'argent disponible et dans ce cas-là, même si on n'est pas rentable, c'est pas gravissime puisqu'on investit en recherche et développement, on investit, sur des nouveaux marchés, en communication, ce genre de choses et du coup, on a des investisseurs qui y croient avec une forte capitalisation puisqu'on a du cash et même si elle est déficitaire, c'est pas la problématique. On va se retrouver en bas à gauche sur le dilemme où là, on a une entreprise qui est bénéficiaire mais avec, des comptes à découvert. Donc là, on se dit: «Bah, finalement, c'est ma fameuse entreprise qui fonctionne sur le papier, mais en vrai, ça marche pas». En vrai, on a des problèmes, c'est-à-dire que votre expert comptable préféré vous dit que vous êtes en bénéfice et vous, techniquement, vous êtes à découvert sur le compte. Donc là, on a peut-être un problème de gestion. On va le voir dans cette formation. C'est entre autres à ces entreprises-là qu'on va pouvoir s'adresser, les entreprises qui fonctionnent, mais qui ont des problèmes récurrents de trésorerie. Donc là, à court terme, c'est compliqué. Par contre, à long terme, on sait que normalement, on doit pouvoir mettre en place des actions, faire des analyses et prendre des corrections pour que l'entreprise devienne rentable à long terme. Et pour le moment, elle ne l'est pas. Parce que si on reste trop longtemps sans trésorerie, même si on dit oui, mais moi, monsieur, dame, je suis bénéficiaire, l'entreprise marche, alors que non. Et à bout d'un moment, sans ça traîne trop, c'est direction le tribunal de commerce pour partir en liquidation. Donc ça, c'est une situation préoccupante, pas alarmante, préoccupante,
mais on doit pouvoir voir ensemble comment améliorer cette trésorerie. Le dernier point, c'est la partie, là ça va pas du tout. On est déficitaire et on a le compte à découvert. On est sur une entreprise qui est a priori non viable, alors ni à court terme ni à long terme, hein, parce qu'il va falloir trouver des sous rapidement. Si on veut mettre en place des actions, bah, tout est coûteux. Si on manque de chiffre d'affaires, il va falloir faire de la com, bah, ça demande un peu d'investissement. Et là, pour le coup, dans une entreprise avec compte à découvert. C'est très préoccupant. C'est jamais, voilà, et on peut travailler dessus, hein, savoir, bah, comment on fait pour la rendre, pour le coup bénéficiaire, cette société, et derrière, comment on va trouver des solutions, pour, financer, du coup, les fameuses actions pour passer de déficitaire à bénéficiaire. La petite phrase en dessous, elle est importante: «Une entreprise sans trésorerie est une entreprise en lutte pour sa survie, peu importe le niveau de rentabilité». Voilà. C'est-à-dire que tout le monde dort bien quand il y a de l'argent sur son compte. Peu importe si le comptable a dit que c'était en déficit ou en bénéfice. On commence à avoir des insomnies et à être préoccupé quand, voilà, quand il y a plus d'argent sur le compte et qu'on sait pas comment on va payer les salaires à la fin du mois. Voilà. Donc ça, très important à ce niveau-là. Excusez-moi. Tac, voilà. Eh ben, bienvenue à tous parce que vous êtes nombreux là à nous rejoindre un petit peu tardivement. Je suis navré, on a déjà fini le premier slide qui était important, la trésorerie comme seul gage de pérennité. Je fais un rappel très rapide. Rapidement, c'est de dire que vous devez avoir un objectif de cash. Sans trésorerie, une entreprise n'est pas viable, elle ne fait rien, qu'elle soit bénéficiaire ou déficitaire, hein. Si on a une entreprise qui, sur le papier, est rentable, mais qui ne dispose pas de cash, si la situation dure trop longtemps, c'est direction le tribunal de commerce pour une liquidation judiciaire. Je ne vais pas revenir dessus, vous aurez accès au replay, slide par slide, sur la chaîne YouTube. Je passe à la suite. On n'est pas encore dans les conseils, on est dans les préalables. Je vais vous faire un peu un point comptable. Oui, j'ai mis un comptable démoralisé sur la droite. Je pense qu'il est assez représentatif, heu, de ce qui est voilà, de ce qui n'est pas la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, le comptable 2.0, ce n'est pas ça. Malgré tout, c'est important que vous puissiez avoir des bases de, comptabilité pour comprendre. Loin de moi l'idée de vous faire un cours, mais on va quand même s'attarder rapidement sur un bilan. Vous avez tous, en tant que chef d'entreprise et ou investisseur, eu entre les mains à un moment donné un bilan, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, et c'est important de voir quel rôle joue la trésorerie dans ce bilan. Quels sont en fait finalement les grands mécanismes? Dans un bilan, on retrouve ce que possède l'entreprise à l'actif, colonne de gauche, et l'ensemble des dettes de l'entreprise au passif, colonne de droite. Très rapidement, hein, à l'actif, qu'est-ce que possède une entreprise? Les investissements qu'elle aura fait, les stocks qu'elle détient, les créances sur ses clients et de la trésorerie positive tout en bas. À l'inverse, au passif, on retrouve l'ensemble des dettes de l'entreprise, le capital social, qui est une dette vis-à-vis des associés, le résultat, moins les dividendes déjà versés, qui sont les résultats cumulés, hein, depuis le début de la création, qui sont également des dettes vis-à-vis des associés, des actionnaires, les emprunts bancaires majoritairement, les comptes courants d'associés qui sont également qui sont un prêt des associés vers la société, donc qui sont une source de financement. Donc, tout ça, au niveau des passifs, on a les entrées de trésorerie. C'est-à-dire que quand les associés mettent du capital, ça nous fait une entrée de trésor. Quand on a des résultats, on a également de la trésorerie. Et quand on a des emprunts, on a une entrée de trésorerie. Quand un associé fait un prêt à l'entreprise, on a également une entrée de trésorerie. Voilà, donc tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui va concerner le cycle long terme. Donc, le capital, les résultats, les emprunts, le compte courant doivent financer les investissements. Derrière, et c'est un petit peu peut-être moins logique à comprendre de votre côté, c'est qu'au niveau des entrées, on retrouve également tout ce qui va être court terme, à savoir les dettes vis-à-vis de vos fournisseurs. Lorsqu'un fournisseur vend une marchandise et vous dit: «Vous la payerez dans 30 jours», mais vous disposez tout de suite de la marchandise, on a bien une entrée. Alors on n'a pas une entrée en cash, mais on a une entrée en marchandise, on a bien une valeur, on a quelque chose qui rentre, qui est une marchandise, et pour autant, vous ne vous êtes pas démunis. C'est-à-dire que vous avez un prêt très court terme, un emprunt très court terme auprès de ses fournisseurs. C'est pareil pour l'État. Lorsque vous encaissez de la TVA et que vous n'allez pas lui rendre tout de suite, pour l'IS que vous ne payez que,
en moyenne au bout de 8 mois. Et l'URSSAF que vous payez du coup, voilà, pareil, en décalé sur des dettes très court terme là pour le coup. Donc tout ça, ça a des impacts. Attendez, je fais une petite pause rapide. On a des impacts au niveau de la trésorerie. C'est-à-dire que si, pour que la trésorerie soit positive, il faut augmenter, c'est la phrase du dessous et je vais vous l'expliquer, hein, augmenter les passifs au moins autant que les actifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Si j'investis à la colonne de gauche, j'augmente mon actif, mais que derrière, je n'augmente pas le passif. C'est-à-dire que je vais me servir dans la trésorerie actuelle. C'est-à-dire que je vais transformer un actif, ma trésorerie positive, en un autre actif. Grosso modo, je transforme du cash en machine. Pour les stocks, c'est pareil. Si j'achète des stocks sans me faire financer, je transforme du cash disponible sur mon compte bancaire en marchandises. Voilà. Et ça ne me fait pas mes affaires en termes de trésorerie. Voilà. C'est-à-dire que je ne me suis pas appauvri, j'ai transformé. Malgré tout, on a une perte de valeur assurée dans la mesure où votre marchandise, dès lors elle est achetée, elle se déprécie. L'investissement, c'est pareil. Vous achetez une voiture aujourd'hui à 20 000 €, vous savez très bien que dès le lendemain, elle a perdu une partie de sa valeur. Donc transformer un actif en autre actif, pas génial, sauf dans l'autre sens. On a un investissement, on le revend, l'investissement devient de la trésorerie positive. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous vendez un actif, quand vous voulez augmenter un actif, investissement notamment, il faut en face aller augmenter vos passifs, aller s'endetter pour cela, notamment pour les investissements. Et on le verra plus tard, investissement égale en général emprunt à long terme. Tout est clair, s'il y a des questions, j'ai 2 personnes à intégrer. Cette partie-là, voilà, c'est important d'avoir ces schémas en tête. C'est quand on augmente un actif, derrière, il faut augmenter le passif, sinon vous piochez dans votre trésorerie. Et ça, c'est pas ce qu'il faut faire. Je reviens rapidement sur les stocks. Je vous ai dit tout à l'heure, on augmente le stock, on ne va pas transformer du cash disponible en stock. Celui qui peut nous faire le lien, c'est notre fameux fournisseur. Voilà, si on ne paye pas tout de suite, il nous fait un mini crédit très court terme, mais on le verra par la suite. On entrera dans le détail slide par slide. Ça, c'était les prérequis. Donc, on avait 2 slides en prérequis. On arrive maintenant sur, là encore en prérequis, les 3 sources de consommation de trésorerie. C'est un petit peu reprendre ce qui a été dit précédemment. Mais grosso modo, qu'est-ce qui va faire que votre cash d'entreprise diminue? Vos investissements. Donc là, on a des besoins de financement à long terme, ce qu'on appelle le haut de bilan. On l'a vu tout à l'heure, on était sur le bilan. Les investissements et le long terme, on les voit ici, tout en haut du bilan. C'est pour ça que ça s'appelle le haut de bilan. Le besoin en fonds de roulement, ça c'est le besoin de financement à court terme qui est généré par le cycle de production, le fameux BFR. Donc le besoin en fonds de roulement. C'est plutôt technique, mais c'est indispensable de comprendre cette notion. C'est pour ça qu'on va la voir tout à l'heure et vous expliquer que vous puissiez comprendre, on va dire une bonne fois pour toutes, à quoi correspond le BFR, pour que ce soit bien clair voilà, dans vos futures analyses. Et on a un autre problème qui peut arriver si c'est pas lié aux investissements, si c'est pas lié à la consommation de cash par le BFR, c'est la non-rentabilité structurelle. Voilà. C'est-à-dire que si on a un business model non rentable, bah forcément, on a beau tirer dans tous les sens, faire tout bien. Si jamais on n'a pas assez de clients et on dépense plus que ce qu'on gagne, qui est la base d'un compte de résultat, hein, c'est combien j'ai facturé moins combien j'ai dépensé. Donc le business model n'est pas viable. Techniquement et structurellement, vous consommerez du cash. Donc, tout ça, c'est important de le voir et on va voir tout ça au fur et à mesure. Tac. Excusez-moi, je fais encore entrer des personnes. Tac, voilà. Parfait. Donc là, on passe directement aux 10 conseils qu'on a à vous donner. La première grande partie, c'est travailler le haut de bilan, c'est très important. Travailler le haut de bilan et attention à la sous-capitalisation. C'est un mot grossier pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand on démarre, on apporte du capital pour lancer l'entreprise. Ça peut être dans le cadre d'une création d'entreprise, ça peut être le cas d'un lancement d'un nouveau projet, d'un lancement d'un nouvel établissement.
Moi, je pense à des restaurants, par exemple, on en ouvre un, puis après on veut en ouvrir un deuxième. Bah, pareil, on va être dans le cadre il va falloir capitaliser pour payer quoi? Pour payer les investissements et pour payer, on va dire, financer le démarrage d'activité, hein. Donc, qu'est-ce qu'on raconte? L'entreprise peut connaître la crise dès les premières semaines à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie et d'un phénomène de sous-capitalisation. Voilà. C'est-à-dire que si on démarre en disant j'ai une enveloppe de 100 000 pour mon projet, avec allez, 20 000 euros d'apport et 80 000 euros d'emprunt, ça c'est acté. Parce que derrière, j'ai, allez, on va dire pareil, 60 000 euros d'investissement et 40 000 euros de trésor dispo pour mes premiers mois d'activité parce qu'il va falloir payer un loyer, un expert comptable, un téléphone, des salariés, peut-être vous-même. Et avant que le cash rentre, eh bien, il faut investir. Et voilà, donc vous avez 40 000 euros de prévu. Si jamais on a mal prévu, on est parti un peu comme ça à la fleur au fusil. Vous êtes parti, vous êtes parti avec vos propres deniers, peut-être pas assez, un emprunt trop court. Bah, il se peut que très vite, voilà, vous allez vous retrouver comme le monsieur à droite là, sur l'image, c'est que ça va être très compliqué. C'est-à-dire que vous n'aurez plus de cash. La banque ne vous refinancera pas. Si vous avez dit au départ, mais il me faut un emprunt de 80 000 pour mon projet, vous apercevez dans un second temps que c'est trop court. En fait, c'était pas 80 qu'il fallait, c'était plutôt 100 ou 120. Il va être presque impossible d'aller revoir la banque et dire: «Oh, en fait, je me suis trompé. Je revois mon business plan à la hausse». En fait, ça prend plus de temps que prévu. C'est-à-dire que je pensais qu'il me fallait 3 mois pour me lancer. En fait, c'est 6 mois parce que le cash n'arrive pas. Ça va être très compliqué. On en a vu des comme ça au cabinet, hein. On en a vu, quelques-uns qui, n'ont pas respecté le «prévisionnel» entre guillemets, parce qu'ils ont plus dépensé que prévu, ils avaient oublié des choses et ou alors ils se sont lancés dans il y avait des travaux qui étaient prévus, je sais pas, pour 30 000 €. Finalement, ils ont eu la folie des grandeurs tout de suite. On est passé de 30 à 50 parce qu'il y avait un peu d'argent sur le compte. Ah oui, sauf que derrière, la rentabilité, elle est pas venue tout de suite et je vous assure que ça a été très compliqué. C'est-à-dire que, ça m'est arrivé quelques fois, ça se compte sur les doigts d'une main, mais malgré tout, c'est quand même traumatisant pour la personne qui l'a vécu et moi-même, j'étais témoin sans possibilité d'aider. C'est qu'on a fermé des boîtes, voilà, au bout de 6 mois, quoi. Au bout de 6 mois, alors qu'avec des gros emprunts en face. Si on a la possibilité de remettre au pot à titre personnel, pourquoi pas? C'est jamais, l'idéal, mais ça peut s'entendre. Si jamais on n'a pas cette possibilité-là, c'est, liquidation judiciaire tout de suite. Donc bien quand vous lancez un projet, quand vous lancez une entreprise, attention, voilà, à ce phénomène de sous-capitalisation où on part mal. Parce qu'on n'a pas assez d'apport, parce qu'on n'a pas assez emprunté et parce qu'on a tout ou alors parce on respecte pas les budgets dépenses. Ça, c'est primordial, c'est l'erreur numéro 1. Voilà. Erreur numéro 2, l'autofinancement. Voilà. Clairement, quand vous devez, toujours emprunter pour investir, c'est primordial. C'est-à-dire que quand vous avez des investissements, alors je rappelle ce que c'est un investissement. Un investissement, ça va être ce qu'on appelle nous dans notre jargon, de comptable, une immobilisation. Concrètement, c'est une dépense pour un matériel, pour, voilà, pour on va dire quelque chose, un actif du coup qui a une valeur positive, qui va pouvoir vous qui va vous suivre pendant plusieurs années. Voilà, donc acheter du stock, par exemple, on n'est pas dans le cadre d'un actif. Par contre, acheter une machine, a priori, vous allez l'utiliser pendant plusieurs années ou un fonds de commerce ou racheter un site internet ou je ne sais quoi d'autre, d'immobilier, enfin tout ce que vous voulez qui va finalement vous servir pour votre cycle, d'exploitation pendant plusieurs années. Un véhicule, par exemple. Plusieurs années, une somme importante, supérieure à 500 €. Donc du matériel informatique, par exemple, ça fonctionne. Donc dès que lors que vous investissez, il faut donc on est on va dire sur un actif long terme, il faut et c'est indispensable si vous voulez avoir une bonne gestion de trésorerie, toujours mettre en face un financement long terme, calé à peu près sur la durée d'utilisation du bien. J'achète un matériel informatique, je sais que je vais l'utiliser en moyenne pendant 3 ans, bah, je prends un emprunt en face pour 3 ans. Pas pour 1 an, pas pour, 5 ans, pas pour 10 ans. C'est la banque le fera pas, mais je vous le dis quand même. On fait des travaux, c'est pareil, on fait des travaux, c'est une moyenne, on va dire une moyenne. Vous referez a priori pas les mêmes travaux avant 10 ans, donc vous pouvez vous financer sur, 10 ans cette dépense d'investissement.
Donc recourez au financement bancaire pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en termes de trésorerie, du coup, vous n'aurez pas de problématique. Vous allez lisser sur la durée de l'emprunt et du coup la durée de la consommation du bien, vos sorties de trésorerie. La deuxième raison, c'est qu'une banque vous dira rarement non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une banque finance de l'investissement sans trop de problèmes. Voilà. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de soucis. Si vous présentez des factures de travaux, de matériel informatique, d'achat de site internet, de je ne sais quoi, de mobilier par exemple, il y a peu de risques, à moins que la société soit dans un état de catastrophe, catastrophique en termes de finances. Mais sinon, il y a peu de risque que la banque vous le refuse. Donc ça, c'est très important. Les ratios à retenir pour savoir si vous êtes finançable. Regarde deux choses, enfin une banque regarde deux choses. Est-ce que l'investissement net, on regarde le poids de l'actif net au niveau des immobilisations, on regarde le montant en euros qui se trouve dans votre bilan à l'actif et on le compare par rapport au financement long terme déjà, le financement bancaire à long terme déjà acté. Je m'explique. Vous avez 80 000 € d'investis et on remarque qu'en face, vous n'avez que, entre guillemets, 60 000 € de dette long terme. Donc vous avez fait un effort d'épargne, un effort d'investissement, pardon, de l'ordre de 20 000 €. Bon, ça, c'est quelque chose qui peut être corrigé a posteriori, ou en tout état de cause, servir d'argument au moment de solliciter un emprunt bancaire pour un nouveau financement, pour un nouvel investissement. Ce que regarde une banque également, ça va être le poids des fonds propres sur le total bilan. Donc le point total des fonds propres, c'est marqué noir sur blanc dans votre bilan au passif. Total des fonds propres, c'est marqué fonds propres et vous avez un total. On va regarder, donc ça correspond à quoi? Ça correspond au capital de départ, plus ou moins l'ensemble des résultats cumulés depuis le début, et moins les dividendes déjà versés. Donc grosso modo, c'est tout l'argent qui appartient aux associés, toutes les dettes qui appartiennent aux associés, hors compte courant d'associés. Donc on regarde ce montant-là, et on le divise du coup par le total du bilan qui représente le total des dettes de l'entreprise. Si on est aux alentours de 20%, la banque est contente. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les associés ont participé à hauteur de 20% à l'endettement global de l'entreprise, entre le court terme et le long terme. Prévoir une enveloppe annuelle pour tous vos petits investissements. C'est-à-dire que souvent on me dit: «Ouais, mais Jérémy, regarde, là je vais investir 1 000 € par-ci, je vais acheter du matos, je vais pas aller voir la banque pour ça. Et puis je vais racheter un petit bureau, mais pas tout de suite, peut-être que dans 6 mois, je dépenserai 500-600 € et puis encore, dans 2 mois après, j'aurai un peu de travaux à faire pour réagencer mon local qui va me coûter 5 000». J'irai voir le banquier pour les 5 000, mais tu comprends, pour les 1 500 € d'informatique et de mobilier, je vais pas aller le voir pour ça. C'est une erreur, voilà. C'est une erreur parce que vous pouvez très bien aller voir votre banquier en amont du projet et lui dire: «Bah, voilà, dans les 12 mois qui arrivent, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça et au total, ça me fait une enveloppe de, 6 000-7 000 et 6 000-7 000 €. 20 000 €, enfin, peu importe le montant de l'enveloppe globale de votre programme d'investissement sur l'année. Vous négociez un crédit, en tout cas une possibilité de crédit sur la totalité de ce que vous pourriez peut-être dépenser sur une enveloppe budgétaire. Et au fur et à mesure que vous allez avoir vos dépenses, faire vos dépenses, bah, vous donnerez les factures à votre banquier qui, libérera l'emprunt au fur et à mesure. Voilà. Dans mon cas, j'ai dit 5 000 € de travaux, 1 500 € de meubles et matériel informatique, ça fait léger, je vous l'accorde, mais admettons, on va aller voir le banquier en lui disant: «Bah, voilà, j'ai une enveloppe de 6 500 € d'investissement là, de budget sur l'année, il me faut ça en prêt». OK, pas de problème. On a un crédit qui s'ouvre, il n'arrive pas sur le compte bancaire. Par contre, il va arriver au fur et à mesure de vos dépenses. Dès que vous aurez fait la dépense, vous donnerez la facture à votre banquier. Pour les grosses sommes, ce qui peut être fait aussi, c'est de dire, ben, le banquier, paye directement le fournisseur, en cas des travaux, par exemple. Pas vous n'avez pas à avancer l'argent. Ça, c'est important. Voilà, important aussi, plus on a de trésorerie, plus la banque est encline à prêter. C'est-à-dire que si vous allez voir une banque pour lui solliciter un crédit au moment où ça va mal, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ça va être très compliqué d'obtenir votre crédit, même si c'est légitime. C'est-à-dire que même si vous avez un vrai besoin de financement pour de l'investissement, si on voit que c'est compliqué, la banque aura tendance à se dire: «Mais en fait, il sollicite un crédit là pour payer son court terme, pour payer les salaires à la fin du mois, pas génial». Pourquoi? Et ça peut arriver si vous avez, mal géré, c'est-à-dire que vous avez autofinancé, puis à un moment donné, hop, vous vous retrouvez avec plus de trésor
plein d'investissements, et on me demande où est ma trésorerie disponible. Bah, votre trésorerie, elle est dans les machines, elle est dans le stock, elle est chez les clients parce que vous n'avez pas fait de recouvrement, alors qu'elle aurait dû être sur votre compte bancaire. Voilà. Si votre trésorerie, elle est transformée entre guillemets en créance, ou elle est transformée en machine, ou elle est transformée en marchandise, ça vous fait une belle jambe, et c'est une grosse erreur. Et la banque, pour elle, ça lui parle pas du tout. Ce qu'elle regarde, c'est le compte bancaire. Voilà. Combien il y a sur le compte. Donc, si vous partez mal, après, pour rattraper, c'est de plus en plus compliqué puisque vous perdez la confiance de la banque. Parce que la banque se dit, bon, finalement, il a mal géré ou elle a mal géré. Là, si je l'aide maintenant, ce n'est pas l'aider, entre guillemets, puisque on va payer les dépenses court terme et on aura le même problème un mois après. Ce ne sera pas forcément vrai, hein, mais c'est le raisonnement bancaire. Donc, plus on a de trésorerie et plus on a appliqué les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui, plus vous serez, on va dire, bankable et plus ce sera simple. Voilà. L'argent appelle l'argent, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est bien de le savoir, mais au-delà de ça, de savoir voilà, quels sont les mécanismes et quels sont les modes de pensée d'une banque. Donc, toujours emprunter pour investir, règle numéro 2. Règle numéro 3. On parle des dividendes. Donc là, on est sur l'entreprise, tout à l'heure, ma fameuse vache à lait qui fonctionne, qui a de la trésorerie, qui est bénéficiaire, parce que si on n'était pas bénéficiaire, on ne pourrait pas verser de dividendes. Pour rappel, qu'est-ce qu'un dividende, hein? Le dividende, c'est verser une quote-part de bénéfice de l'année aux associés, environ 6 mois après, voilà, à peu près. Le temps que le bilan se fasse, le temps que les AG se tiennent, que les décisions soient prises et les versements effectués. Grosso modo, j'ai une entreprise qui a fait 10 000 € de bénéfices cette année. Il y a des petites subtilités, mais grosso modo, on pourra dire, bah, OK, elle a fait 10 000 € de bénéfices. Les actionnaires peuvent récupérer ces 10 000 €. Il y a des subtilités, encore une fois, mais je rentre pas dans les détails maintenant. C'est à peu près ça. Il y aura un paiement de flat tax, il y aura un paiement de RSI pour ceux qui sont SARL, mais ça peu importe. Il y aura bien un décaissement de la part de l'entreprise du montant du bénéfice. Ce qui peut arriver, c'est que je vous dise, en tant qu'expert comptable, au niveau du cabinet, qu'on dise, bah voilà, vous avez fait un bénéfice de 10 000. Vous avez le droit à 10 000 € de dividendes. Et là, vous pourrez nous regarder avec des yeux ronds, en disant, oui, très bien, mais moi, sur le compte, j'ai 5 000. Où est-ce qu'ils sont? Bah, c'est toujours le même problème, mauvaise gestion. Et du coup, on se retrouve avec des résultats et une distorsion entre un bénéfice et une trésorerie disponible. On peut avoir du bénéfice, payer de l'impôt sur les sociétés, et malgré tout être à découvert. Alors, c'est la situation, c'est pas catastrophique, hein, mais c'est pas génial non plus. Quand je dis que c'est pas catastrophique, c'est qu'encore une fois, on est bénéficiaire, donc on est une entreprise viable sur le papier, on a mal géré la partie trésor, et on peut mettre en place des actions pour corriger tout ça. Toujours est-il que quand on décide de verser des dividendes, si on n'a pas la trésor, si on a la trésor tout de suite, c'est bien, mais le problème, c'est que les 10 000 €, si on les avait au 31 décembre, peut-être qu'au début juin, quand on va faire la distribution de dividendes, vous les aurez peut-être pas. Voilà, puisqu'il y a l'écart, ces fameux écarts temps. Voilà. Donc, les dividendes, on en parle, on a une politique des dividendes. Sur le papier, on peut en verser, peut-être qu'en vrai, pas tout à fait, donc on peut aussi les étaler. L'idée est toujours, hein, c'est de ne pas mettre à mal votre trésorerie d'entreprise. Parce que quand vous allez crier à l'aide, il n'y a personne qui va venir vous aider. Si, quand on est en difficulté, c'est assez compliqué, voilà, d'aller chercher de l'argent. Ça, c'était le point numéro 3. Point numéro 4. Une banque ne prête pas qu'aux riches. Mais voilà, donc les banques prêtent qu'aux riches, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais il y a des situations dans lesquelles elle vous prêtera pas, clairement. Donc, les banques sont frileuses, ça c'est clair, de plus en plus, enfin de plus en plus. En tout cas, une accélération ces dernières années de la frilosité, au sens où on pouvait avoir des crédits un peu open bar, hors PGE, j'entends. Ça reste, c'est compliqué. Voilà, il y a plusieurs crises successives. Je vais pas vous le refaire l'historique, c'est pas le but, mais en tout cas, on sait que les marchés peuvent être tendus. Et selon votre secteur d'activité, ça peut être très tendu pour aller chercher un crédit, mais ça peut se faire. Qu'est-ce que finance une banque en général? Elle vous finance en début d'activité. C'est-à-dire que pour l'instant, elle ne vous connaît pas. Elle ne connaît pas votre projet, elle y croit. On a un prévisionnel optimiste, réaliste, cohérent, un petit apport personnel. Il n'y a pas de raison que la banque ne vous finance pas. Même pour des choses, des fois, vraiment, j'ai vu un peu bancal. Je me suis dit, moi-même, j'y serais pas allé. Bon, bah, la banque, elle y allait gaiement. Voilà. Après, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais en tout cas,
Des fois, c'est un peu irrationnel parfois. Des projets qui a priori semblent pas foufou et la banque suit, et puis à l'inverse, on a des choses qui paraissent plutôt solides, où la banque ne va pas suivre. C'est, alors avec le temps, on arrive à trouver les bons partenaires bancaires et avoir une approche, voilà, on va dire, une approche qui fait que, on arrive à obtenir les crédits qu'on veut, en tout cas à savoir si ça passe ou ça passe pas. Toujours est-il qu'en début d'activité, ça fonctionne. C'est-à-dire que vous voulez lancer une nouvelle activité, vous avez une boîte aujourd'hui qui fonctionne moyen, vous avez une super idée, vous avez tout intérêt à créer une autre branche. Pourquoi? Parce qu'en créant une autre société, une autre structure juridique, vous revenez en tout cas en néo-entrepreneur, créateur d'entreprise, et vous avez des crédits bancaires qui vous sont, accordés, qui ne le seraient pas si on faisait, la même opération sur la même structure. Voilà. Elle finance également quand on est caution perso. C'est-à-dire qu'on vous prête, OK, mais par contre, vous vous engagez un minimum. Alors pas sur la totalité du crédit qui est accordé, mais au moins sur une grosse fraction. Ça montre aussi votre volonté, enfin, de réussir, et ça montre que vous croyez à votre projet, voilà. La banque ne doit pas être la seule à prendre un risque. Et ça fonctionne aussi généralement, ce que je disais tout à l'heure, hein, sur la partie des investissements réels sur lesquels elle peut se garantir. Lorsque vous achetez du matériel, lorsque vous achetez un fonds de commerce, lorsque vous rachetez une entreprise, la banque a des garanties malgré tout. Alors que si vous faites un emprunt on va dire sur du court terme, ou des choses qui vont être dépensées assez vite, j'entends un emprunt pour payer des salaires, j'entends un emprunt pour payer des dépenses de communication. Voilà, ça reste pas du vent, mais en tout cas quelque chose qui est une action qui est passée, sur laquelle on n'a aucune garantie. Voilà. Donc là, plus difficile d'aller chercher un prêt pour ces dépenses-là. Par contre, sur de l'investissement, pas de problème, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en priver. À l'heure en même temps que je vous parle, parce que le temps passe, on arrive au numéro 5. Il n'y a pas que la banque qui prête. Ça, c'est important d'avoir en tête, c'est que la banque, on a toujours dans l'idée qu'on a voilà, on a recours au crédit bancaire pour du long terme. C'est vrai. Il ne faut pas oublier le moyen et court terme. Quand je dis ça, c'est qu'à un moment donné, vos clients peuvent faire la banque s'ils vous payent d'avance. Vos fournisseurs aussi, lorsque vous les payez un peu plus tard, lorsqu'on a du délai de paiement. Si je paye un fournisseur tout de suite ou si je le paye à 60 jours, en termes de trésorerie, c'est pas la même chose. Voilà. Donc, c'est mon fournisseur qui fait le banquier à la place du banquier, et il le fait pour moi d'ailleurs. Voilà. Donc ça, on peut aller aussi s'en servir. On a l'État également, on l'avait tout à l'heure, lorsqu'on décale la TVA, quand on est sur un régime simplifié de TVA, qu'on paye la TVA un an après, en attendant, on a encaissé chez les clients, et on ne doit pas, c'est l'État qui fait la banque. Les subventions, voilà, aujourd'hui on a des aides pour quelques investissements. On a des aides quand on a recours à un contrat d'apprentissage, ou quand on embauche un jeune de moins de 25 ans. Bah, tout ça, c'est pareil. Il faut aller chercher les aides qui sont liées, donc ces subventions-là. Et les crédits d'impôt, évidemment, qui peuvent aider largement à vous financer sur des crédits impôt recherche, sur des crédits d'impôt innovation, sur du statut voilà, jeune entreprise innovante, enfin, sur pas mal de choses. Il y a pas, j'ai pas fait la liste ici, c'était pas le but, mais c'est de dire qu'on peut aller trouver d'autres sources de financement. Alors pour le coup, les dernières là, l'État, les subventions, les crédits d'impôt, c'est jamais simple, hein, à aller chercher. C'est toujours assez long, mais il faut pas s'en priver, voilà. Par contre, c'est pas une solution, court-termiste. C'est-à-dire que si je vais chercher un crédit d'impôt ou une subvention, je sais que si j'ai besoin d'argent sous, 1 semaine, bon, c'est pas là que je vais aller le trouver rapidement. Ça reste l'administration française, mais donc c'est très long, mais ça fonctionne malgré tout. Alors, le BFR, j'y viens parce que là, on commence à parler de financement court terme, et donc c'est important d'avoir ce délai. Donc là, je vous ai fait un petit schéma, pas très net d'ailleurs, mais qui vous permet de comprendre le mécanisme du BFR. Le BFR, donc le besoin en fonds de roulement, qu'est-ce que c'est? C'est valoriser la trésorerie nécessaire dans le cycle de production, voilà, dans mon organisation en termes d'entreprise, cycle de production, de combien j'ai besoin pour aller chercher 1 € de chiffre d'affaires, 100 € ou 1 000 €, hein, le raisonnement est le même, de combien on a besoin finalement, combien on a besoin d'avancer. Donc je vous ai montré ici, enfin, le cas d'un commerce. E-commerce, commerce, peu importe, on s'en fiche. On va dire un commerce, ou même pour une prestation de service, ça peut marcher, mais heu, légèrement moins. Voilà. Mais admettons pour quelqu'un, une entreprise qui vend des biens.
Le début de ma frise, donc on est sur une ligne de temps ici, commence par acheter des marchandises. On va voir un fournisseur, on achète des marchandises, il nous les livre, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On les stocke avant de les vendre. On les stocke dans un entrepôt, si on fait du e-commerce, ou on les stocke dans un magasin, si on est une boutique classique. Le fournisseur, il nous dit, bah non, ne me paye pas tout de suite, tu me payes à 30 jours. Très bien, j'achète ma marchandise ici, hop, je pars sur du stockage, il y a un délai de paiement fournisseur qui court, et hop, j'arrive 30 jours après, je dois payer le fournisseur. Mon stockage continue, j'ai un client qui arrive. Alors si je suis dans une boutique physique, on va dire, si je suis en B2C, physique ou pas physique d'ailleurs, le client paye tout de suite. Donc j'ai ma vente client qui intervient et au même moment, j'ai mon encaissement client. Si je suis en B2B, généralement, vous allez vous-même accorder un délai de paiement à vos clients. Donc le client paye un peu plus tard. Hop, délai client et encaissement du client. Le BFR, il est là, c'est le besoin de trésorerie. C'est le décalage entre le moment où j'ai payé mon fournisseur et le moment où j'ai encaissé mes clients. Donc en général, comment on le calcule? On dit toujours on le calcule en jours de chiffre d'affaires. C'est quel est mon délai de paiement client? Je sais pas, admettons 45 jours. Quel est mon délai de stockage moyen? C'est-à-dire qu'en moyenne, quand vous achetez des marchandises et que vous allez les revendre, combien de temps elles restent en moyenne, hein, dans la boutique? Moins le délai de paiement fournisseur moyen. Vous pouvez avoir plein de fournisseurs. On fera un délai moyen en fonction du poids de chaque fournisseur. Voilà, si vous avez 10 fournisseurs, il y en a un qui vous paye tout de suite, les 9 autres, vous les payez à 45 jours, en fonction du poids de chacun en euros. Voilà, si votre fournisseur que vous payez tout de suite, c'est 1% de vos achats en euros, bon, j'aurais tendance à dire que bah, votre délai moyen de fournisseur va plutôt tendre sur les 30 jours ou 29 jours plutôt que paiement cash. Pour les clients, c'est pareil, on fait un prorata. Voilà. Alors, il n'y a pas d'attention, mais simplement un rappel pour vous expliquer, vous donner des exemples concrets. On va prendre l'exemple de la grande distribution. Quand vous allez chez Carrefour, chez Leclerc ou chez Lidl pour acheter vos courses, le magasin encaisse tout de suite. Alors tout dépend du délai de stockage. Mais en général, quand le magasin encaisse, il n'a pas encore payé son fournisseur. Parce qu'ils ont des rotations assez importantes et des délais de paiement extrêmement longs. On est sur du 60 jours, voire plus. Alors, donc si je prends un Carrefour, stock en moyenne, admettons, c'est denrées et pour du frais, on va dire 10 jours. C'est-à-dire que Carrefour achète, stocke pendant 10 jours, vend donc en caisse, à peu près à ce niveau-là, et l'opération fournisseur que allez, 30, 60 jours après. Donc, on est dans un cas où Carrefour fait de la trésorerie. Enfin, la grande distribution fait de la trésorerie. Il n'a pas de BFR, en fait. Il n'a pas de besoin de fonds de roulement. Les clients financent son cycle de production. Donc, il est toujours, normalement, il a des trésoreries extraordinairement importantes. À l'inverse, lorsqu'on a des clients grands comptes, quand vous êtes de l'autre côté, vous êtes le fournisseur de Carrefour, vous êtes payé à 60, 75, 90 jours, que vous payez vos salariés tout de suite. Euh, bon, et ben, du coup, vous êtes à l'inverse, vous avez un besoin important de trésorerie. Voilà. Donc ça, c'est très important de matérialiser ça et de l'appliquer à votre organisation. J'espère que la notion du BFR est plus claire pour vous maintenant. Dans le cadre de l'optimisation du BFR, on a bien compris tout à l'heure, il faut qu'on ait une politique d'encaissement, pas une politique de facturation. La facturation, c'est très bien, mais c'est ce que j'explique ici. Un chiffre d'affaires facturé, tout le monde s'en fiche, puisque si vous avez un impayé, ça va pas rentrer dans la caisse, vous ferez un avoir ou peu importe, mais en tout cas, ça ne compte pas. Pareil, un client n'est client que s'il paye. Souvent, ça arrive dans le service où on a a priori des super opportunités avec des gros clients, etc. Bon, on peut travailler, on peut facturer. Si le client ne paye jamais pour diverses raisons, il n'est pas vraiment client. Donc, vous devez avoir une politique d'encaissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions pour encaisser plus tôt qu'actuellement et avoir une politique de relance. Efficace, j'entends. Encaisser d'avance, il y a plein de moyens. Il y a déjà l'histoire des moyens de paiement. C'est-à-dire que quand on a des moyens de paiement modernes,
Noterez qu'on applique ça au cabinet, par du paiement par carte bleue, en ligne, facile. Voilà, c'est extrêmement facile d'encaisser. Il y a quelques années, on travaillait avec des chèques. Les clients venaient nous voir, ils payaient par chèque, ou alors on faisait un prélèvement ou on attendait un virement. Et un virement, c'est très long. Enfin, un virement, si vous avez un nouveau fournisseur, le temps de rentrer son RIB, ça c'est assez pénible. Ensuite, il faut des fois, pour certainement, qu'il y ait un délai pour qu'elle valide le nouveau RIB. Ça peut prendre 48, 72 heures. Enfin bref, vous pouvez très bien avoir un virement sur une semaine. Ensuite, il faut attendre que le virement arrive. Ah, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on est dans des échanges très rapides. Si vous dites au client, OK, je vous fais la presta, par contre, j'attends d'avoir le virement sur mon compte, si ça met une semaine, il va voir ailleurs, c'est clair. Donc, système de carte bleue, ça fonctionne très bien, c'est immédiat. Vous savez tout de suite si c'est payé ou pas. Et a priori, il n'y a pas tellement de problématiques en termes de. Il n'y a pas tellement de risques, à moins que ce soit une carte bleue volée. Mais à un moment donné, quand on est, ça dépend des secteurs d'activité, mais quand on est sur de la relation long terme, on n'a pas tellement de problématiques avec ça. Donc, des moyens de paiement modernes, le prélèvement, la carte bleue par exemple, et puis exit le chèque, exit, enfin pas mal de choses qui sont plutôt longues. Mais ça, il va y avoir une révolution au niveau des mentalités. Elle est déjà chez les clients. À vous maintenant aussi d'impulser cette dynamique. Donc ça, c'est pour les moyens de paiement. Ensuite, c'est pour encaisser d'avance, c'est aussi votre politique d'encaissement. Est-ce que vous donnez des délais de paiement à vos clients? Est-ce qu'ils payent des acomptes? Est-ce qu'on a des paiements d'avance? Est-ce qu'on a des paiements anticipés? C'est la première chose. C'est, on dire, la politique et votre relation commerciale avec le client. Il y a d'autres choses que vous pourriez voir si jamais vous donnez du délai de paiement à vos clients. Admettons, vous donnez 30 jours, 60 jours. On a des solutions bancaires qui existent, notamment ce qu'on appelle l'escompte et la facturage. Donc ça, je vous invite à nous en parler si vous le souhaitez mettre en place. Mais c'est quoi? C'est d'aller solliciter auprès de la banque sur une facture émise un paiement immédiat. C'est-à-dire que vous avez fait une facture aujourd'hui de 10 000 euros, par exemple. Votre client doit vous la payer dans 60 jours. Soit vous attendez, et c'est vous qui faites la banque, soit la banque va faire ce qu'elle sait faire, c'est faire la banque. Vous allez voir votre banque, vous dites, bah voilà, je dois recevoir 10 000 euros dans 60 jours, mais moi je veux tout de suite. Un peu moins, mais tout de suite. C'est ce qu'on appelle les systèmes d'affacturage ou d'escompte de traite, LCR, voilà, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire, bah, je vais voir la banque va me donner 9 950 euros tout de suite, et puis elle viendra récupérer ces 10 000 euros à 60 jours. Voilà. Donc il y a un taux d'intérêt, c'est pas gratuit, mais malgré tout, ça vous aura permis de financer votre cycle de production. Ce sont des solutions qui existent, qui sont régulièrement mises en œuvre. Il n'y a rien de dramatique à mettre en œuvre. Ça marche très bien. Il y a aussi d'autres solutions, et vous le voyez certainement des fois sur les factures de vos fournisseurs lorsque vous payez plus tard, c'est l'escompte. L'escompte vis-à-vis du client. En général, on a des escomptes, des taux d'escompte de 1 à 2%. C'est dire au client, bah voilà, monsieur le client, j'ai fait une facture de 10 000, vous devez me la régler dans 60 jours. Par contre, si vous voulez la régler tout de suite, là où je vous laisse une semaine pour me la régler, vous avez un escompte, donc une remise, on va dire à peu près comme ça, hein, c'est pas une remise, mais ça ressemble fortement, de 1-2%. Voilà. Ça, c'est pratiqué dans pas mal de structures. On dit, bah, voilà, si vous voulez me payer d'avance, pas de problème, avec plaisir. D'ailleurs, je vous fais une remise pour ça. Ça s'appelle l'escompte. La politique de relance efficace, je vais pas m'attarder dessus, c'est assez, il y aurait plein de choses à dire également. Mais c'est de dire, bah là, on fait des relances amiables, on prend le temps de le faire. Tous les jours, on va voir si on a des impayés, si les dates sont dépassées. On appelle le client une fois, on l'appelle 2 fois, on lui envoie un courrier, on lui envoie un recommandé. Ça, c'est la partie amiable. Et le recommandé va déclencher la phase 2, qui est la partie, on va dire, judiciaire. On va passer sur un recouvrement un peu moins sympa. Donc, soit vous directement, soit via un tiers. C'est des choses qu'on fait de notre côté, on fait de la relance pour nos clients parce que c'est toujours plus simple quand c'est un tiers, ça casse moins en tout cas la relation commerciale. Un fusible entre guillemets, ça veut dire ah oui mais non mais c'est mon expert comptable qui relance, il s'est un peu emballé, tout va bien monsieur le client, pardon, vous n'auriez pas dû être relancé de cette façon-là. Au moins ça a été dit préalablement. Donc on peut jouer ce rôle de fusible, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas les seuls, il y a pas mal d'organismes qui le font, en tout cas c'est important de mettre en place ça, suivre ces encaissements, ne pas donner à ses clients la sensation que s'ils payent pas tout de suite, c'est pas grave. S'ils ont 2 jours de retard, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave parce que c'est pas à vous de faire la banque. Allez, j'avance un peu parce que le temps passe. Maîtriser ses stocks.
Encore une fois, le stock, et je vais commencer par le bas cette fois, le stock est un gouffre à trésorerie. Lorsque vous avez le stock, qu'est-ce que c'est? C'est transformer du cash en objet qui perdent en plus de la valeur directement et avec le temps. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous stockez on a des dates de péremption, soit parce que le bien est impropre à la consommation pour des denrées périssables, ou parce que c'est passé de mode. Voilà. Vous avez acheté, allez, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un peu vieillot si je dis des yo-yo, mais pourquoi pas? Euh, un stock ou de Tamagotchi, ou bref, excusez-moi, je suis pas très à jour là-dessus, j'aurais dû préparer. Mais admettons, vous avez acheté un gros stock de Tamagotchi à 20 ans. Bon, aujourd'hui, ça vaut peut-être plus rien, voilà. Il y a peut-être d'autres choses, hein, j'ai pas en tête. Les pop-it, voilà, les pop-it, pardon. Là, si c'est ce qu'ont les jeunes, vous avez certainement dû voir ça. Vous achetez un gros stock de pop-it maintenant, la mode est peut-être un peu passée. Trop tard, voilà, vos pop-it, ils valent plus rien. Donc, il faut pas se tromper quand on investit effectivement, quand on achète du stock, parce que derrière, ce qui valait 1000 peut vite valoir 0. Voilà. Ce qui est important, du coup, analysez les délais de réassort de vos fournisseurs. Si vous avez des fournisseurs avec des délais de livraison à 60 jours et que vos clients attendent une livraison, enfin, ils peuvent se permettre d'attendre que 7 jours, il va falloir stocker un peu. À l'inverse, on a des fournisseurs hyperactifs qui vous donnent la satisfaction, vous êtes livré le lendemain ou en 48 heures. On n'a pas besoin de stocker, clairement. À moins ou alors très très peu. Parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir une urgence ou un client qui veut être dépanné. C'est le cas par exemple dans les garages auto, voilà, où on a des délais de livraison des pièces mécaniques hyper rapides. C'est sous 12 heures en général. Bon, bah, il n'y a pas besoin d'avoir tellement de stock. Voilà. Sauf pour faire de la vente comme ça, mais vraiment de très très petites quantités. Ouais. Identifier les références les plus vendues, évidemment, repérer les produits périssables et comprenez les attentes du client en termes de délai. Si vous savez que sur un produit, le client c'est tout de suite et c'est pas autrement, si vous lui dites bah non, il faut attendre 48 heures, ça marche pas, il vous faut le stock. Et l'idée étant vraiment d'aller baisser le stock au maximum. Parce qu'encore une fois, votre stock, c'est de la trésorerie qui dort et qui perd de la valeur. Sans parler du coût du stockage. Étaler les paiements fournisseurs, je ne vais pas m'attarder tellement longtemps là-dessus également, ça coule de source, mais c'est bien de se le redire. On a un objectif de cash, plus on repousse les échéances de fournisseurs, mieux c'est. Voilà. C'est pareil, autant vous ne pouvez pas habituer vos clients à, payer, enfin à ne pas être relancés, autant n'habituez pas vos fournisseurs à payer trop vite. Je ne voulais pas l'écrire, mais je peux vous le dire, à payer au cul du camion, entre guillemets. C'est bien pour les premières commandes, pour avoir la confiance de son fournisseur. Maintenant, à terme, il s'installe une relation de confiance. Et c'est là où vous allez pouvoir peut-être décaler un peu les paiements, surtout en B2B. On a parlé du BFR. Maintenant, vous savez à peu près ce que c'est. Vous savez que c'est du cash comme ça qui doit être engagé pour le cycle de production. Donc on est que sur du court terme. Hein. On est entre un délai de stockage, de paiement fournisseur et d'encaissement client. Bon. La banque peut jouer son rôle aussi là-dedans. Lorsqu'on a une activité qui génère un BFR important, elle va pouvoir financer ce BFR par du découvert. Donc le découvert, c'est quand on a du BFR. Ça rime, facile de s'en souvenir. Donc on va mettre une autorisation qui couvre quelques jours de chiffre d'affaires. Voilà. 15 jours, 30 jours. Voilà. Moi, j'ai un cycle de trésorerie, un cycle je dois avancer à 15 ou 20 jours de chiffre d'affaires pour payer mes fournisseurs avant que mes clients me payent. Du coup, je suis de façon structurelle en déficit, en tout cas à découvert. Donc, et comme j'ai sous-capitalisé au début, bah, je me trouve avec ce découvert. Bon, et ben on va jouer, c'est la banque qui va nous aider là-dessus dans le cadre en ouvrant un découvert, en autorisant un découvert. Encore une fois, lorsqu'on a un découvert autorisé, c'est pas gratuit. Hein. Même lorsqu'il est autorisé, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'agio, malgré tout, il y a des intérêts. C'est la banque qui vous finance. Point numéro 10, identifier les problèmes structurels de trésorerie. Je reviens un petit peu au début, mais c'est super important, c'est de dire si votre business model ne fonctionne pas, parce que l'entreprise ne génère même pas de bénéfices de façon statique. Hein, je ne parle même pas de division dynamique avec la trésorerie, je parle en statique. Ça ne peut pas marcher, voilà, quoi qu'il arrive. Sauf dans les cas identifiés comme la startup. On sait que ça ne marche pas. Pas de problème.
on a des problèmes structurels de trésorerie, on sait, mais par contre, en face, on a mis les financements qu'il fallait au niveau des business angels, au niveau de tout ce que vous voulez, où le cash arrive. Voilà. Donc déjà, première chose, c'est si on n'est pas une startup, c'est est-ce que mon entreprise est rentable? Parce que peut-être que mes problèmes de trésorerie viennent de là. Voilà. Et encore une fois, ça peut pas marcher à long terme, hein. Peut-être qu'à court terme, vous avez de la trésorerie d'avance, mais à long terme, ça marche pas parce que vous allez consommer, puis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc la vision statique des performances, si chiffre d'affaires moins charge égale résultat, bénéfice ou perte, voilà, ça c'est à déterminer et en général on le fait avec un prévisionnel. Un petit bonus, voilà, parce que je ne vais pas mettre le numéro 11, très important dans votre gestion du quotidien, avoir plusieurs banques. Pourquoi? Parce que les conseillers bancaires changent régulièrement. Si vous en avez plusieurs, admettons vous avez 3 banques, bah, vous savez que sur les 3, s'il y en a un qui change, ils vont tourner à tour de rôle, hein. Mais vous en avez toujours 2 qui vous connaissent bien, voilà. Il vous connaît, vous avez sa confiance et c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'aide auprès d'une banque lorsque le conseiller vous connaît, voilà. On peut aussi disposer de plusieurs CB. Vous avez des plafonds sur les CB où ça peut que ça fonctionne pas, pour X ou Y raison. Il y a des problèmes des fois de ce niveau-là, donc vous êtes pas bloqué au moment de faire vos paiements. Ensuite, lorsque vous diluez le risque, finalement, lorsque, vous avez un crédit de 100 000 à faire, par exemple, et bah, vous allez voir 2 banques et vous faites 50 000 sur chacune. Les banques ont des niveaux de délégation en agence plus ou moins importants. Ça va de 300 à 600 000 à peu près euros. Le conseiller aussi, il a ses délégations. En général, on est sur 30 à 50 000 euros. Au-delà, ça reste dans l'agence, mais ça va au directeur d'agence. Voilà. Donc, si vous avez deux petits crédits à 30 000, bah, ce sera plus simple à obtenir qu'un seul crédit à 60. Voilà. Parce qu'on est sur des niveaux de délégation plus faibles, tout simplement. À vous de jouer. J'arrive sur la fin de la présentation. Voilà, ça va faire quasiment 1 heure. Et il faut laisser un peu de place pour les questions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Audit de la situation actuelle. Donc, un prévisionnel d'activité pour s'assurer de la rentabilité, première chose. Ensuite, on voit si on est en gain ou perte de trésorerie structurelle. Est-ce que vous êtes plutôt sur un schéma grande distribution, sur un schéma commerçant, sur un schéma consultant? Voilà, en fonction de comment vous positionnez en termes d'organisation et de pilotage de trésor, ben, on aura des résultats différents, mais c'est bien d'avoir ça en tête, de connaître finalement son BFR, de connaître, d'avoir les grandes lignes finalement de votre organisation en termes de résultats et de trésorerie. On peut aussi voir pour restructurer la dette. Là, vous avez fait des emprunts, peut-être pas assez, vous avez investi des fonds propres. Il faut corriger tout ça. Il faut remettre tout ça au propre, aller voir une banque et aller peut-être rechercher un financement. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, mais en tout cas, faire un audit de la situation actuelle. Ça, vous pouvez le faire par vous-même, vous pouvez commencer par vous-même, vous pouvez nous le soumettre. C'est des choses qu'on fait régulièrement parce que, encore une fois, sans trésorerie, pas d'activité. L'entreprise qui n'a pas de trésor, elle est morte. Voilà. Donc, il faut l'anticiper. Et c'est aussi le but, voilà, du deuxième point, c'est de mettre en place un système de pilotage autonome. C'est-à-dire que vous puissiez vous-même éviter de naviguer à vue sur votre trésorerie. L'expert comptable peut pas être derrière vous tous les jours pour le mettre en place. On a des partenaires qui le font. On peut aussi vous apprendre à le faire de façon autonome. Tout ça, si vous souhaitez avancer là-dessus, il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que plus vous y verrez clair. Et souvent, quand ça va pas bien, on a tendance à faire l'autruche, voilà, mettre la tête dans le sable, dire on verra bien, jusque-là, tout va bien. Oui, ça peut marcher encore une fois qu'un temps. Voilà. Donc, avoir un vrai outil de pilotage. Ça nécessite du temps, attention, hein. C'est pas simplissime, mais le jeu en vaut la chandelle. Donc suivre la trésorerie, plus ou moins long terme, plutôt à court terme d'ailleurs, et on regarde les variations dans une journée. Si on est vraiment ric-rac, est-ce qu'on se dit: «Oh là, je vais être à découvert, donc il vaut peut-être mieux que je décale le paiement de mon fournisseur de quelques jours». Je l'appelle, je dis: «Excuse-moi, je pourrais te payer, mais que dans 3 jours, parce que là, c'est un peu court et je sais que j'ai une entrée client à ce niveau-là». Relancez vos clients, enfin, c'est toujours pareil. Ça vous permettra de matérialiser l'ensemble de toutes les actions qu'on vient de voir. Et encore, on n'a pas tout dit, il y en a plein, mais c'était dans les grandes lignes. Heu, D'avoir un suivi en fait, un suivi et de voir les répercussions. Ah bah oui, peut-être que vous n'aviez pas tendance à relancer et maintenant que vous avez mis en place, même si c'est tout bête, un coup de fil, 2 coups de fil, par vous-même ou par un tiers, une politique de relance efficace, la trésor va beaucoup mieux. C'est des petites choses qui peuvent vraiment vous changer la vie et vous donner de la viabilité à votre entreprise.
J'ai beaucoup parlé, c'était le but.